Bienvenue à cette rencontre quantique, en fait, quand la finance et la quantique se rencontrent. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la rencontre d'aujourd'hui. Donc, très heureux de partir la saison avec ce sujet quand même assez particulier, au sens où c'est pas nécessairement d'emblée ce qu'on entend par faire de la recherche en informatique quantique, que de dire on va faire un projet du côté de la finance. Mais aujourd'hui, on explore donc le monde de la finance et le monde de l'informatique quantique, voir comment on peut arriver à marier les deux ensemble. Et avec moi, j'ai la chance d'avoir Anne Mackay, qui est professeure agrégée au département de mathématiques et membre de l'École de gestion et de l'Institut quantique. Donc, bonjour Anne. Bonjour. Et Alexandre Follet, donc développeur en informatique quantique à l'Algolab quantique ici à l'Institut quantique. Allô, Justin. Bienvenue. Bienvenue à cette rencontre quantique. Anne, on va commencer avec toi de ton côté. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es? Tu as une double affiliation ici à l'université, donc mathématiques et finances. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'intéresse en recherche ici? Parfait. Oui, alors, bonjour tout le monde. Je suis ici à l'Université de Sherbrooke depuis novembre 2021. Puis, en effet, mon poste, c'est un poste qui est interfacultaire. Donc, je suis professeur autant dans les départements de mathématiques que de finances. Donc, l'Université de Sherbrooke a quelques postes interfacultaires comme ça, ce qui permet de faire de la recherche, mais de l'enseignement aussi, puis de la recherche multidisciplinaire. Pour moi, un poste comme ça était vraiment naturel parce que ma formation est en actuariat. Donc, l'actuariat, c'est l'application des mathématiques, surtout des probabilités, des statistiques, aux risques financiers, entre autres en assurance, surtout en assurance, aussi en finance. Donc, moi, avant de venir à Sherbrooke, j'étais professeure à l'UQAM pendant quelques années. Puis, avant ça, ma formation là, jusqu'au doctorat était, disons, en actuariat en statistique. Donc, oui, c'est ça, avec mon doctorat que j'ai fait à l'Université de Waterloo. Donc, depuis ce temps-là. Donc, ensuite, j'ai fait un postdoc, si tu veux. Si on veut parler un peu du background, j'ai fait un postdoc dans ce domaine-là, dans un laboratoire où on parlait de risque financier. Donc, c'est vraiment sur le risque financier, autant en assurance qu'en finance. Puis après ça, j'ai fait quelques années à l'UQAM, puis je suis ici depuis ce temps-là. Puis, est-ce que tu continues dans la même veine, donc actuariat, risque financier? Oui, ma recherche, moi, personnellement, ça a souvent été exactement disons, à la limite entre la finance puis l'assurance, parce que j'ai toujours travaillé sur des produits d'assurance, donc des produits à long terme qui incluent des garanties, disons, d'assurance-vie, mais aussi des garanties liées au marché financier. Donc, il faut toujours prendre en compte les risques financiers, les risques qui proviennent du marché financier, quand on tarifie, puis quand on analyse le risque qui est inclus dans ces produits-là. Ce sont des produits souvent qui sont utilisés, par exemple, pour planifier une retraite ou pour financer une retraite. OK, donc là, tu es en train de me dire que dans la portion finance de ce qui t'intéresse, il y a les marchés financiers puis les assurances. Puis ça, c'est deux mondes qui, normalement, se côtoient pas nécessairement? Qui ne se côtoient pas toujours. Fait que si on pense, par exemple, si on pense aux assurances non-vie, donc par assurance non-vie, on parle d'assurance automobile, assurance habitation, tout ça, on ne touche pas trop au marché financier dans ce côté-là. Si on pense à l'assurance vie, puis aux rentes, par exemple, rentes de retraite, là, il y a toujours une composante qui est liée, il n'y a pas toujours une composante liée au marché financier, mais il faut qu'on pense à comment on va investir notre argent, comment est-ce que la personne qui fournit la série de paiement, donc la rente de retraite, comment est-ce qu'elle va investir pour être en mesure de payer ses obligations futures-là. Donc ça a toujours été là dans le côté. En actuariat, quand on travaille sur les rentes, tout ça, il faut toujours penser à comment on va investir dans les marchés pour être capable de payer des obligations futures. En régime de retraite aussi, c'est un domaine dans lequel les actuaires vont évoluer. Donc, on a souvent ce lien-là avec les marchés financiers aussi. OK. Écoute, c'est super intéressant. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as deux mondes à l'intérieur de la finance, en plus d'avoir ton monde du côté des mathématiques. Oui. Puis, donc, je suis déjà... Oui, c'est vrai que je suis déjà un peu à l'intersection juste de ce côté-là, oui. De ce côté-là. Puis, à ce moment-là, comment tu amènes les maths dans ce monde-là? C'est à quel moment où ça vient s'insérer dans tout ça? Oui, donc c'est ça. Moi, j'ai toujours travaillé... toute ma recherche par rapport au marché financier se fait de façon très quantitative. Donc, une grosse partie de ma formation est en probabilité puis en statistique parce qu'on utilise les probabilités pour modéliser les marchés financiers. Donc, on voit ce qui se passe sur les marchés vraiment comme
par exemple, le prix d'une action, bien, on va le modéliser par un objet mathématique qu'on appelle un processus stochastique. Puis ensuite, on veut calculer des quantités qui sont liées à ce processus-là, à cet objet mathématique-là. Donc, tout ça, c'est très probabiliste. On utilise beaucoup les statistiques aussi pour tenter voyons, il manque le mot, mais pour fitter nos modèles, pour trouver les bons paramètres. Entre autres, pas juste ça, mais oui, c'est ça, pour trouver les bons paramètres pour que nos modèles collent bien à la réalité, à ce qu'on voit, au prix qu'on voit sur les marchés. Génial. Écoute, on y revient dans une seconde pour voir après ça comment on mêle tout ça avec l'info quantique, parce que là, on va rajouter un domaine dans tout ça. Alexandre, de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Moi, mon parcours universitaire a débuté à l'Université Laval au baccalauréat en physique. Puis ensuite, je suis venu m'incruster à Sherbrooke pour faire mes études graduées et je suis jamais reparti. Donc, mes études graduées étaient en état solide, en théorie de l'état solide. Puis, j'ai développé un intérêt particulier pour le développement de méthodes numériques de calcul. Donc, ça a toujours été plutôt avec des ordinateurs classiques que je faisais mes calculs, mais juste à force de faire de la mécanique quantique, que ce soit avec un ordinateur classique ou un ordinateur quantique, je veux dire, j'ai développé les connaissances nécessaires, puis j'ai toujours eu un intérêt à suivre ce qui se passe un peu du côté ordinateur quantique. Donc, j'ai finalement pris un poste de programmeur d'ordinateur quantique quand il s'est présenté. À l'Algolab ici, à l'IQ. Ici, à l'IQ. Ouais. Donc, puis ce que tu as fait comme travail, autant du côté de ton doctorat que du côté de ton postdoc, ça a été énormément de programmation, si je me rappelle bien. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu essayais de modéliser à ce moment-là? En fait, on a un modèle depuis 50 ans au moins, le modèle Uber, puis il n'y a pas de solution analytique connue, à part dans deux cas très particuliers. Donc, puis le réseau numériquement, c'est pas facile. Fait qu'on on a des méthodes approximatives, puis je travaillais durant mon doc, une grosse partie de mon travail a été mise sur développer des méthodes numériques alternatives à celles qui sont déjà utilisées, qui faisaient des compromis différents de celles qui existent déjà, puis peut-être des compromis plus petits. Finalement, ça s'est révélé pas être le cas. C'est difficile de savoir d'avance. C'était beaucoup cet aspect-là que je travaillais, donc comment dire le maximum avec autant peu d'informations explicites au final. Fait que c'était faire le moins de calculs possible puis dire le plus de choses possible. Puis tout ça t'a amené à monter des librairies de code, à être Ouais. capable de structurer, dans le fond, justement, ta modélisation dans ce sens-là. Mm-hmm. Quand tu es arrivé à l'Algolab, rapidement, tu as sauté dans le projet de finance qui était parti depuis quelques mois Oui, à ce moment-là. Peux-tu me dire comment ça se vit de passer d'un postdoc en physique, donc modélisation, beaucoup au niveau des matériaux quantiques, et là, de se dire du jour au lendemain, OK, on va aller travailler du côté de la finance en info quantique? J'ai eu la chance d'avoir un collègue que je connais de longue date, Maxime, pour m'accueillir. Il m'a donné une pile d'articles qui étaient déjà de la matière avec laquelle j'étais vaguement familier, pardon. Je ne sais plus conjuguer, je ne sais plus accorder mes mots. Le tract. Fait que, de ce point de vue-là, je veux dire, j'avais un ancrage de principalement des maths, des méthodes familières sur lesquelles m'asseoir et commencer à me tremper les pieds dans la finance. Mais il faut dire que les maths financières, c'est un formalisme avec lequel je n'étais pas familier, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je commence à être moins perdu quand on se rend dans les détails techniques du calcul stochastique que je connaissais très strictement rien avant de commencer dans ce projet-là. Bon, ben, écoute, on va prendre un pas de recul. Anne, peux-tu nous expliquer un peu justement qu'est-ce qui s'est fait avant qu'Alexandre se joigne au projet? Bon, ça a été quand même assez rapidement, Alexandre était là, mais peux-tu quand même nous expliquer les premiers pas? Donc, comment on a commencé à travailler? Toi, de ton côté, Alain Bélanger aussi, qui est ici, donc un collègue à toi du côté de l'École de gestion, et l'équipe de l'Algolab. Oui. Bien, en fait, moi, ça a vraiment été mon collègue Alain Bélanger qui m'a invité à joindre. Il dit, regarde, on serait intéressé à explorer
l'utilisation du calcul quantique pour résoudre des problèmes de mathématiques financières. Il savait que je travaillais déjà sur des problèmes de mathématiques financières comme de la tarification d'options, par exemple, ou de produits similaires à dans le fond, des produits dérivés, on appelle ça. Donc, il savait que je travaillais déjà là-dessus du côté classique. Donc, moi aussi, je programmais un peu, travaillais avec des méthodes numériques, puis il dit, est-ce que tu veux te joindre à nous pour explorer ça? Donc, on a commencé, on a encadré, on a co-supervisé un étudiant à la maîtrise qui, c'est vraiment avec lui qu'on a fait les premières explorations, puis avec Maxime Dion aussi de l'Algolab. Dès le début, Maxime était là avec nous parce qu'on n'aurait pas pu faire ça sans avoir la collaboration des gens de l'Algolab. C'est vraiment, autant on connaît les choses en mathématiques, en finance, tout le formalisme. Toi, tu dis que le formalisme mathématique financière, c'est compliqué, puis nous, pour nous, c'est le contraire. c'est la physique. On a vraiment besoin de traduction de ce côté-là. Puis aussi, notre étudiant venait de finance. On n'avait jamais travaillé avec un ordinateur quantique. On savait à peine c'était quoi. Donc, je pense qu'une des premières étapes, ça a été en fait une petite formation que Maxime avait donnée à l'école de gestion. Puis ça nous a donné une introduction à ce qu'est un ordinateur quantique. Assez rapidement, une des raisons aussi pour lesquelles ça nous intéressait, c'est qu'il y a déjà des compagnies à l'extérieur des universités qui travaillent un peu, qui essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec des méthodes liées aux ordinateurs quantiques ou, bon, des fois c'est classique, mais inspiré par le quantique. Il y a déjà des compagnies qui font ça, puis on se disait, on est à la bonne place pour continuer d'explorer ça. Il y avait des articles qui existaient, puis on voulait voir ce que c'était. Oui. Excellent. Donc, j'imagine que là, tu nous as parlé de mettre des prix sur des options, tu nous as parlé de produits dérivés. Alexandre, j'imagine qu'il a fallu que tu apprennes un peu qu'est-ce que c'était une option, ou peut-être que tu le savais déjà. Écoute, à toi de me dire. Bon, j'avais une vague idée. C'était quoi? C'est une option d'achat pour dire le nom complet, typiquement. Il y a des options de vente aussi, je pense. Oui, oui. Ça en vient bien. Fait que, oui, mais tu sais, moi, l'image que j'avais de ça, c'était surtout que c'était le casino pour les gens riches, c'est-à-dire les marchés financiers, puis je restais loin. Là, j'en connais plus maintenant, puis je sais que c'est pas juste à travers les produits d'assurance, c'est utile à tout le monde, en fait. Puis, peux-tu me dire, maintenant que bon, tu connais un peu plus ce monde-là puis que tu l'observes, comment tu détermines ou vous déterminez ensemble quelle est la marche à suivre, c'est-à-dire quel est un bon problème à essayer d'adresser avec l'ordinateur quantique, puis comment, justement, on fait les premiers pas pour faire de l'info quantique appliquée au domaine de la finance? Je lance la question à qui veut répondre, là. Bien, la façon dont nous, on a fait ça, c'est en fait qu'on a regardé... En fait, je te dirais que c'est la façon dont on fait la recherche. D'habitude, on regarde la littérature. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a déjà été suggéré? Parce que même si c'est un domaine qui est émergent, il y a quand même déjà de la littérature. Il y a quelques méthodes qui sont déjà suggérées ou quelques façons d'utiliser l'informatique quantique pour résoudre ce genre de problème-là qui ont déjà été suggérées. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis, ce qu'on a réalisé assez vite, je pense, c'est que théoriquement, les méthodes sont là, mais en termes d'implémentation, donc si on veut essayer de les programmer, c'est pas efficace. Donc, nous, rapidement, je pense que notre but, ça a été, si on voulait vraiment utiliser ça, puis on voulait l'utiliser pour que ça donne quelque chose, pour que ça soit utile, comment est-ce qu'on le ferait? Puis là, il y a beaucoup de travail à faire, donc c'est vraiment là-dessus qu'on se penche. Vraiment en s'inspirant d'abord de la littérature, puis ensuite, c'est en faisant ça qu'on a aussi des nouvelles idées. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui. Oui, puis il y a une autre chose aussi, c'est que oui, c'est un produit qu'on veut... En fait, c'est quelque chose de tangible, c'est vrai qu'on veut tarifer, mais il y a moyen d'abstraire le problème aussi, puis de le modéliser, puis de voir ça comme un problème mathématique. Qui peut avoir des correspondances, par exemple, je pense à un problème en particulier, mais qui a des correspondances en physique. Donc, il y a un type de problème qu'on tente de résoudre pour un type d'option, mais le même problème ou un problème similaire, une fois qu'on l'abstrait puis qu'on le modélise, est résolu en physique aussi. Donc, moi, ce que je me dis, c'est je vais prendre la façon dont les physiciens le font, le résoudre avec l'ordinateur quantique, parce qu'il y a déjà des articles là-dessus. On va s'inspirer de ça, puis on va voir comment on peut l'adapter pour le problème en finance. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui existe dans le monde de la finance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont étudié en physique, qui se retrouvent dans des compagnies, que ce soit des banques ou des compagnies d'assurance, et qui travaillent justement sur la modélisation, parce qu'il y a des parallèles à faire, même si le domaine a l'air complètement autre, les modèles qui sont développés, les mathématiques qui sont développées là, la compréhension, c'est applicable en finance. Oui, puis ça a toujours été là depuis...
depuis les années 70, donc il y a la formule de Black-Scholes qui est très populaire, qui est très... Peut-être que le nom est un peu plus connu, là, un peu plus mainstream, mais quand Black et Scholes ont voulu résoudre leur équation, ils se sont éventuellement tournés vers la physique, puis ont vu qu'il y avait un lien avec l'équation de la chaleur, puis c'est ça qui leur a permis, dès le début, de résoudre leur équation. Pour travailler avec ce genre de problème-là, ensuite, d'autres chercheurs ont utilisé les résultats de Feynman et Katz, qui étaient développés pour la physique en premier. Oui, Feynman était physicien. Oui, Feynman, c'est un physicien. Il a pas mal... Il a démontré l'utilité des techniques d'intégrale de chemin. C'est ça. Puis il a accompli il a obtenu des grands résultats avec ça. Puis là, Puis justement, là, il y a un lien. avec la c'est une des finance. façons d'établir un lien entre les méthodes de la physique et des finances. Puis, tu sais, quelques années plus tard, en finance, il y a Phelim Boyle qui travaille en finance maintenant, mais qui a une formation en physique, puis qui a amené l'idée d'utiliser des simulations de Monte-Carlo, qui lui utilisait en physique, qui a amené en finance. Puis maintenant, depuis les années 80, les simulations de Monte-Carlo sont partout en finance. Puis ça a continué comme ça. Au début des années 90, après la fin de la guerre froide, ben, les hedge funds puis les banques se sont mis à engager des physiciens, des doctorants en physique qui étaient capables de résoudre des EDP, des équations différentielles qui étaient plus compliquées. Bien, ils ont engagé des physiciens pour résoudre ces équations-là pour les banques, pour les hedge funds, donc en mathématiques financières. Fait que dans le fond, il y a toujours eu ce lien ce lien très fort entre les mathématiques financières puis la physique. Donc, ça a juste du sens de continuer. Donc, c'est la continuité aujourd'hui. Oui, c'est pas nouveau. C'est pas ce que vous êtes nouveau. en train de me dire. OK, ben c'est bon. Au moins, on démêle ça. Ouais. Excellent. Maintenant, j'en reviens à comment on fait pour élaborer un bon problème, mais peut-être qu'on peut y aller même plus concrètement. Anne, tu nous as mentionné, il faut prendre les premiers pas avant de commencer à marcher puis à courir. Donc, déjà être capable d'établir une distribution sur un ordinateur quantique, c'est les premiers pas, puis c'est ce que vous avez fait dans les derniers mois, si je ne me trompe pas. En fait, c'est la première tâche que je me suis fait donner à l'Algolab, c'était de créer un algorithme qui est capable on dicte une distribution quelconque d'avance, puis d'essayer de générer un protocole pour l'ordinateur quantique qui va encoder cette distribution-là dans l'ensemble de qubits. Je ne sais pas où je m'en vais avec ce que je dis là, mais oui, c'est un des problèmes auxquels on fait face, parce qu'au final, on veut connaître souvent, on veut connaître des moyennes pondérées, puis dans un ordinateur quantique, une façon de représenter ça, c'est le recouvrement de deux fonctions d'onde différentes qui va nous donner notre moyenne pondérée. Donc, on a besoin d'en encoder une au moins explicitement souvent. OK. Donc, connaître la distribution initiale, c'est fondamental pour ces problèmes-là, c'est ce que je comprends. Puis ensuite de ça, ben là, un calcul de moyenne, c'est l'étape suivante pour être capable d'aller plus loin. Si on veut décrire le problème générique d'une EDP, qui est souvent ce qu'il y a à faire en finance, on aurait une distribution initiale qui est possiblement juste le prix initial de quelque chose. Puis là, on a une équation de la dynamique donc qui fait évoluer la distribution, qui la modifie. Puis au final, on a une fonction de pesée pour déterminer la valeur du produit dérivé, étant donné la distribution de probabilité de l'action, du sous-jacent qu'on a déterminé la dynamique, qu'on a simulé la dynamique. C'est ça. Fait qu'on a une situation initiale, une évolution qui n'est pas nécessairement facile à faire, puis au final, une valeur moyenne à faire avec un autre état. Ouais, c'est parfait, ça. D'autres choses à ajouter de ton côté, Anne? J'allais juste dire que c'est quand même étonnant. Pour moi, c'était étonnant au début parce que, justement, si je travaille avec un ordinateur classique, je n'ai même pas besoin de penser à comment je vais faire pour donner la distribution. Donc, la distribution, c'est un peu comme les valeurs possibles que le sous-jacent, par exemple, le prix d'une action, peut avoir dans le futur, puis la probabilité que ça prenne chacune de ces valeurs-là. Si je travaille avec un ordinateur classique, je n'ai pas besoin de penser à comment je vais faire ça. C'est même pas une étape que je dois considérer, par exemple, dans l'efficacité de mon algorithme ou quoi que ce soit. OK. Mettons. C'est pas toujours vrai, là, mais disons, dans les problèmes simples qu'on regardait, si je le faisais le problème très simple de façon classique, ça, ce ne serait pas une étape qui serait problématique, tandis qu'avec l'ordinateur quantique, déjà, j'ai été surprise, puis ça, au début, je ne savais pas, mais c'était pas juste
une technicalité, bon, on donne la distribution. Non, il faut trouver une façon efficace de donner la distribution parce que sinon, ça ne sert à rien de faire le problème sur l'ordinateur, d'utiliser l'ordinateur quantique pour résoudre le problème parce que ce ne sera pas plus rapide. Oui, parce que l'ordinateur quantique vient avec des contraintes pour avoir l'avantage. Puis, l'objectif, c'est que ça ne prenne pas un temps. Notre objectif, c'est que ça prenne moins de manipulation sur l'ordinateur quantique que sur l'ordinateur classique. Puis le protocole évident sur l'ordinateur classique il pourrait être fait sur l'ordinateur quantique, mais là, dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'avantage à faire ça. Parce que dans le fond, ce que vous me dites, c'est qu'on part de données qui sont classiques à l'origine. Ouais. Il faut les transformer en données quantiques. Et donc, cette étape de transformation-là, en fait, peut être coûteuse pour l'algorithme. Et c'est ensuite, avec l'application de l'algorithme sur l'ordinateur quantique, que là viendra éventuellement, ce qu'on espère, un avantage quantique, c'est-à-dire un avantage à utiliser cette méthode-là de travail. Oui, mais idéalement, ce ne sera pas nécessairement tout le temps possible, mais cette opération d'encodage-là, elle-même, on trouve une façon de la faire qui est efficace, qui est facile. Puis avez-vous trouvé? C'est ce que j'ai fait. Il y en a une qui n'est pas universellement applicable, mais elle marche pour les fonctions continues. OK. Donc, c'est quand même pas mal. Ça couvre plusieurs cas qui nous intéressent. Ouais. Donc, c'est déjà... C'est déjà pas si pire. C'est un bon début. Parce que tu n'as pas que des fonctions continues donc, qui t'intéressent. Il y aurait des situations où est-ce qu'on est en fonction discontinue, puis à ce moment-là, ça ne s'appliquerait pas? Il y a plusieurs... non, la fonction continue, ça couvre beaucoup de cas, je dirais. Tu sais, c'est une fonction de densité. C'est sûr que ce n'est pas tous les cas qui s'appliquent aux probabilités en général, sauf que en finance, pour modéliser le prix, par exemple, d'un sous-jacent, c'est déjà assez général. Éventuellement, en fait, là, ce qu'on regardait, c'est en une dimension. Donc, c'est on dit une densité de probabilité, mais en une dimension. Donc, on dit un prix. On donne la densité, la distribution de probabilité du prix d'une action. Mais par exemple, ça se peut qu'on s'intéresse au prix de 2 actions, puis à leur distribution ou leur densité conjointe. Donc, comment est-ce qu'ils interagissent ensemble, ces 2 actions-là? Donc là, ça va être juste une fonction en 2 dimensions. Puis, prochaine étape, ça va être de se demander comment est-ce qu'on encode ça de façon efficace. OK. Puis, on sait qu'on est dans ce qu'on appelle le NISQ era en anglais, donc Near Term Intermediate Scale Quantum Computers. Donc, on sait que les machines actuelles rapportent beaucoup de bruit. En fait, quand on lance les calculs, revient du bruit. Donc, c'est pas complètement clair. Puis, on n'est pas nécessairement capable, justement, d'aller chercher énormément de puissance de calcul. Est-ce que vous avez travaillé avec les vraies machines ou vous êtes encore sur les simulateurs pour l'instant? J'ai envoyé des calculs sur les vraies machines. Puis ce qu'on trouve, c'est qu'il faut travailler à une échelle... Présentement, il faut encore travailler à une échelle si petite que ça ne vaut pas la peine. OK. Pour avoir des résultats qui ne sont pas trop bruités. Mais c'est pas grave, ça. L'important, c'est d'être prêt pour le jour où est-ce qu'il y a un ordinateur quantique utile. Puis donc un ordinateur quantique utile, c'est-à-dire qui est tolérant aux fautes, donc il y a de la correction d'erreurs qui commence à s'implanter. Oui, bien, on n'a pas besoin d'une tolérance totale pour être capable de faire des choses utiles en principe, mais il faudrait beaucoup moins d'erreurs que ce qui est présentement présent. Donc, puis juste pour comprendre, dans le fond, OK, on espère dans X années qu'il y aura cette machine-là un peu plus puissante que ce qu'il y a aujourd'hui pour être capable, dans le fond, de rouler ce que vous développez aujourd'hui comme code. Est-ce que vous regardez aussi sur, je veux dire, l'étape d'après, justement, où là, on sera peut-être plus dans l'époque du tolérant aux fautes, ou en tout cas, définitivement plus de capacité de calcul pour être capable de grossir la taille des projets, ou est-ce que la taille des projets que vous regardez aujourd'hui, que vous analysez sur simulateur, ça reste intéressant, puis il y aurait un intérêt à avoir des résultats, ou est-ce qu'on reste toujours en modèle jouet? Mais dans le fond, le but, tu sais, quand on disait, par exemple, il existe des façons, des algorithmes pour loader, pour préparer un état, pour donner une distribution à l'ordinateur, mais si on travaille juste sur 3 qubits, par exemple, les méthodes qui existent, puis tu me corrigeras, les méthodes qui existent puis qu'on voit qu'ils utilisent dans les articles, c'est correct, parce qu'ils sont assez rapides parce qu'on travaille juste sur un petit modèle jouet. Mais les méthodes que nous, on veut développer, c'est des méthodes qui sont justement scalable, en bon français. Qu'on peut mettre à l'échelle. Qu'on peut mettre à l'échelle. Donc, quand on va avoir accès à des ordinateurs avec beaucoup plus de qubits puis qui vont avoir moins d'erreurs, mais on veut que nos méthodes soient efficaces aussi sur ça. Mais je ne sais pas si ça répond exactement. Oui, quand même. Mais la question qui suit, c'est de combien de qubits
pas trop mal on aurait besoin? Bien, on peut essayer de faire le parallèle avec les simulations que moi je faisais pendant mon doc et mon postdoc. La plus grosse que j'ai faite aurait pris environ 32 qubits à faire exactement. OK. Donc, c'est pas mal. Puis, vu le coût exponentiel de la bête de ce genre de simulation-là, juste augmenter de 1 qubit, ça n'aurait pas été possible sans doubler la taille des superordinateurs que j'utilisais. Donc, des superordinateurs classiques à ce moment-là. Donc, c'est dans ce coin-là, finalement, là, pour faire un calcul utile qui n'est pas faisable avec un superordinateur classique, il faut un peu plus d'une trentaine de qubits. Okay, c'est l'ordre de grandeur. C'est pas tant que ça. Mais là, l'affaire, bien sûr, c'est qu'il faut que ce soit des qubits qui ne font pas d'erreur pour que ce soit équivalent aux ordinateurs classiques. Puis ça, la barre est haute de faire ça. La barre est haute. Ceci dit, aujourd'hui, les simulateurs font ça, simuler 32 qubits. Les simulateurs classiques sont capables de simuler 32 qubits de très belle manière. Donc, j'imagine que c'est peut-être l'espèce de limite actuelle qu'on peut voir, c'est-à-dire se rendre jusqu'à 30, 35 qubits, peut-être 50 si on a certaines approximations dans les simulateurs. Mais passer ce niveau-là, ça va prendre les vraies machines quantiques pour être capable d'avoir un résultat. Autrement, classiquement, on n'est plus capable de les simuler. Oui, mais c'est sûr, il y a des catégories de problèmes particuliers, c'est qu'on est capable de se rendre au-delà de ça. Mais de façon générale, c'est dans ces eaux-là qu'il faut que l'ordinateur quantique devient réellement nécessaire. Non, mais en fait, on vit dans une époque quand même fascinante et excitante au sens où on est rendu dans cet ordre de grandeur-là. Si on regarde le début des années 2000, on était à 1, 2, 3 qubits peut-être adressables. C'était les premiers balbutiements d'être capable de contrôler des qubits. On arrive aujourd'hui, on en a des machines avec quelques dizaines, qui ne sont pas nécessairement très bons, qui ne sont pas nécessairement bien interconnectés. Il y a plusieurs enjeux, mais on est dans cette accélération-là quand même du côté hardware, donc du côté matériel des ordinateurs quantiques. Oui. Oui, mais en ce moment, le vrai facteur limitant des ordinateurs quantiques qui sont disponibles présentement, ce n'est pas le nombre de qubits, mais bien la qualité des qubits individuels. Et la connectivité des qubits aussi. Mais au final, c'est une façon détournée de dire la qualité des qubits, ça aussi. Donc, c'est ça. Il y a deux choses dans les améliorations des ordinateurs quantiques. C'est la qualité des qubits, la qualité des opérations sur les qubits, donc la calibration des opérations de qubits, et il y a le nombre de qubits. Du côté nombre de qubits, tout semble aller très bien. On est déjà loin au-delà. Il y a des machines j'ai accès à plusieurs machines de 127 qubits, sauf que, là, en pratique, le taux d'erreur est tellement élevé qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire des calculs très intéressants encore avec ça. OK. Mais bon, au moins, ça nous situe sur où est-ce qu'on est. Si on revient plus du côté projet, vous avez travaillé aussi avec d'autres étudiants et étudiantes. Où est-ce que ça en est, là, l'ébauche des projets? Qu'est-ce que vous voyez là, pour les prochaines étapes là, qu'est-ce qui s'en vient, en fait, cet automne ou plus tard cette année? Là? Présentement, ce qui s'en vient, c'est des cours pour les étudiants, je pense. C'est ça. C'est sûr que quand on travaille dans le milieu académique puis avec des étudiants, des étudiantes, puis c'est super important, c'est aussi tout leur développement en général comme chercheur, mais aussi, c'est ça. Il y a une partie qui c'est des cours. Il faut s'assurer d'arriver avec une base assez solide là, pour faire ça. Donc oui, c'est sûr que ça met des petits délais, pas de problème. Mais il y a quand même, pendant l'été, par exemple, il y a des étudiants qui ont pu travailler. Donc, par exemple, on parlait de la méthode qu'Alexandre avait développée pour loader une distribution, pour donner une distribution à un ordinateur quantique. Bien, on veut la généraliser, peut-être à 2 dimensions, mais c'est un travail qu'une étudiante va pouvoir aussi, sur lequel une étudiante va pouvoir collaborer. Puis, comment est-ce qu'elle a trouvé ça, d'arriver du monde de la finance, j'imagine, puis de commencer à... En informatique, je pense. En informatique, maths, OK. Oui, statistique avec du machine learning. Fait que c'est déjà quelqu'un qui avait une certaine formation qui était assez quantitative, ce qui aide, mais avec des connaissances aussi en finance. Je pense que pour l'instant, elle aimerait faire peut-être un peu plus d'application parce que pour l'instant, c'est très théorique. Oui, on l'a reçu avec un mur de réseau de tenseurs, là, pour être spécifique. Puis, parce que la méthode que j'ai implémentée, je ne l'ai pas inventée, je l'ai implémentée avec quelques petites améliorations, est basée sur le réseau de tenseurs, qui est une catégorie de méthode pour faire des simulations approximatives de mécanique quantique. Puis, il y a comme une façon de convertir ce genre de méthode-là en un circuit quantique, donc c'est bien le fun. Fait que
Fait qu'il faut comme l'introduire à tout ça. Fait que ça fait quand même beaucoup de bagages à lui faire apprendre à transporter sur ses épaules. Ben, ça doit être intimidant quand même d'arriver dans un domaine comme ça où tu dis, OK, pour être capable de maîtriser ces outils-là, hey, il y a Ouais. une solide quantité de connaissances à aller chercher. Mais on travaille sur un projet qui est tellement interdisciplinaire que je pense que c'est intimidant pour tout le monde. Tu sais, même si, bon, ça c'est une étudiante qui est à la maîtrise, mais moi qui fais de la recherche depuis quand même, bon, ça fait quelques années, j'arrive dans un domaine où il y a plein de choses que je connais absolument pas. Donc, pour tout le monde, c'est intimidant. Puis, ce qu'on s'est fait dire, puis ce que Alain répète aussi, puis il a raison, mais c'est qu'il ne faut pas attendre non plus de tout maîtriser avant de se lancer dans un projet. C'est pour ça qu'on a une équipe qui est multidisciplinaire, parce qu'on va chercher les connaissances de tout le monde pour nous aider à avancer, là, parce que sinon, on ne finira pas. Je pense que c'est le propre des projets qui sont fortement multidisciplinaires comme ça. Ben c'est extrêmement intéressant de vous entendre. En fait, est-ce qu'on a le micro-bâton? Oui. En fait, je serais curieux. Alain, qui est dans la salle avec nous, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tout ce qui se passe ici? Parce que tu as fait partie aussi des premières discussions de projet. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, d'abord à t'intéresser à l'informatique quantique comme outil dans la recherche du côté de la finance? Je ne sais pas si ça fonctionne, oui. Moi, je suis spécialiste des produits dérivés. Donc, j'en ai transigé, j'en ai évalué, j'ai fait la gestion de risque de ces produits-là. Et lorsqu'on arrive dans les produits dérivés complexes, ça prend beaucoup de temps à les évaluer puis à faire la gestion des risques. En fait, quand on est sur un pupitre où on transige ces choses-là, souvent, il faut attendre la nuit pour que les ordinateurs nous redonnent ces données-là. Donc, quand j'ai vu, puis comme Anne mentionnait, souvent, l'évaluation se fait par des méthodes de Monte-Carlo qui sont très coûteuses en temps ou, si vous voulez, en performance. Donc, il y a des algorithmes quantiques qu'on appelle l'estimation de phase, par exemple, qui sont très près de Monte-Carlo. Puis ça, tout de suite, ça m'a allumé. J'ai dit, bien, il y a peut-être une possibilité de ce côté-là d'accélérer les méthodes d'évaluation. Fait que ça a été, si vous voulez, l'étincelle qui m'a allumé vers le calcul quantique. C'est excellent. Puis aujourd'hui, tu continues de t'intéresser donc à ces méthodes-là, puis à voir comment ça peut aller plus loin là, du côté de ta recherche aussi. Oui, bien, je pense qu'il en reste pas mal plus à faire que ce qu'on a fait, là. On est vraiment dans les balbutiements, nous aussi. Le domaine est dans les balbutiements, puis nous, on est pris dans ça aussi. Donc, on essaie comme on dit en anglais, chip away pour arriver à des résultats intéressants, étant donné les grandes contraintes qu'on a, par exemple, du côté hardware, qui sont encore là, mais qui évoluent elles aussi. Donc, on essaie d'évoluer avec elles et de proposer éventuellement des solutions qui vont être très utiles pour l'industrie. Si, par exemple, il y avait la possibilité d'évaluer les sensibilités d'un portefeuille dans la journée même, alors que tu es au boulot, puis tu n'as pas à attendre le lendemain pour avoir tes résultats, bien, ça veut dire que tu peux mettre en place tes couvertures, des hedge couvertures, pour mitiger tes risques au moment même, ou si tu voulais, avant de partir pour le lendemain. Donc ça serait déjà là immense comme amélioration. Excellent. Bien, merci bien. On va revenir à toi un peu plus tard. Je vous entends parler donc évidemment des premiers balbutiements. On est au départ de tout ça. Mais en même temps, il existe quelques articles. Donc, il y a des gens qui s'y intéressent un peu partout dans le monde. Et en fait, quand on regarde même les différents domaines, le secteur de la finance, c'est un des secteurs qui est peut-être le plus bouillonnant en application aujourd'hui du côté info-quantique. Il y en a d'autres, mais c'en est un qui est définitivement où il y a des gens qui s'y intéressent un peu partout dans le monde. Comment vous voyez ça, justement, d'un point de vue peut-être plus planétaire? Ce
qui est en train de se passer, puis comment est-ce que vous vous inspirez de ce qui se fait ailleurs, ou est-ce que ça se passe plus ici, puis on essaie, nous, de comprendre avant d'aller vers l'extérieur? Là, je suis curieux de vous entendre. Bien, c'est vrai que pour l'instant, on travaille ici. Ça, c'est nos outils. Les articles qui se font ailleurs, c'est sûr que c'est des outils qu'on utilise beaucoup. On se tient au courant, on les lit. Puis éventuellement, puis honnêtement, c'est vrai que bientôt, là, plus tôt que tard, va falloir aussi discuter, je pense, avec d'autres chercheurs dans le domaine parce que c'est ça qui va aider aussi à avancer, je pense. Avancer, OK. Puis Ouais. du côté recherche et ou industrie, j'imagine? Ou, Oui, bien là, je pensais au côté recherche. Côté industrie, c'est sûr que il y a des choses qui se font dans l'industrie, puis ça, c'est vrai qu'on a déjà, ben, comme tu sais, on a déjà plus de contact avec l'industrie. Il y a des opportunités, par exemple, pour nos étudiants de faire des stages dans des compagnies, des compagnies qui travaillent avec l'informatique quantique. Donc, c'est une bonne façon, par exemple, pour nos étudiants et étudiantes d'aller en apprendre plus sur ces méthodes-là pour voir ce qui se fait, mais aussi pour voir comment ça s'applique. Puis, pour nous, ça nous permet aussi de faire des collaborations avec ces chercheurs-là dans l'industrie. Fait que oui, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités là. Parce qu'il existe déjà des collaborations du côté classique entre Oui. des partenaires industriels et les universités. Puis ici, j'imagine, ne fait pas exception non plus à l'Université de Sherbrooke. Là. Exactement. Oui. Quelque chose à ajouter? Non, c'est correct. Non, malheureusement, moi, le côté des relations avec l'industrie financière, j'en ai pas. Mon interface avec le monde financier, c'est Alain et Anne. Ben, c'est bon, excellent ça. Maintenant, il existe certains outils pour être capable de faire en sorte que les gens se rencontrent en quantique. À l'Algolab, on a commencé à faire des challenges un mercredi par mois où on invite les gens qui sont intéressés, en fait, dans tous les domaines, à venir participer à des petits défis qui durent quoi? 1 heure, 2 heures? C'est 1h30, 2 heures. C'est 2 heures de temps qu'on a de réservé. Ça inclut la pizza qui vient avec. Ça inclut le souper, de la bonne pizza. Donc, c'est ça. Tu l'as bien décrit, là. En fait, on expose un petit problème qu'on a designé qui se veut plus amusant que difficile. Dans le but de faire collaborer ensemble tous les gens de la communauté, donc les étudiants, étudiantes gradués, qu'ils soient des étudiants-chercheurs ou des étudiants au baccalauréat qui s'intéressent à l'informatique quantique, qui sont les bienvenus à participer et donc à essayer de se faire la main au calcul quantique. Puis, je suis curieux de t'entendre comment les gens du côté de la finance qui commencent justement à assimiler ces concepts-là de physique, d'informatique quantique, comment est-ce qu'ils s'intègrent dans un groupe comme ça où les gens ne se connaissent pas nécessairement puis viennent d'un peu partout dans l'université? Là? Bien, donc, quand on fait les exercices, on essaie de faire former des groupes, mais malheureusement, les chercheurs ont une tendance à être assez insulaires et à former des groupes chacun de leur bord. C'est difficile d'éclater les petites bulles. Donc, de ce côté-là, on a encore du travail à faire pour améliorer le côté interdisciplinaire de cette chose-là. Mais donc, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Mais il y aurait un gain. Est-ce que les gens de divers Absolument. horizons, dans le fond, collaborent pour résoudre ces défis-là? Là? Ouais. Mais moi, ce que j'ai entendu, parce que c'est ça, j'ai entendu parler d'étudiants et étudiantes qui sont allés avec un background en probabilité, en mathématiques financières, puis qui se disaient comment je vais collaborer, moi, à ce genre de problème-là. Je suis pas une experte en calcul quantique. Puis finalement, ils ont aussi leur mot à dire, puis ils ont aussi des connaissances qu'ils peuvent utiliser pour aider à résoudre ce genre d'énigme-là. Donc, je pense que ça peut paraître intimidant, mais ces étudiants et étudiantes-là sont aussi vraiment les bienvenus, puis ils ont leur place, puis ils peuvent aider. Oui, bon, mais c'est génial. En fait, l'idée, c'est de voir un peu c'est quoi les outils qui sont à la portée, dans le fond, des gens qui veulent s'intéresser à l'informatique quantique, parce que c'est pas nécessairement évident, mais il existe des outils. C'est ce que je comprends, là. Oui, absolument. Excellent. Est-ce que du côté de la salle ici, où ça peut même être à distance, est-ce qu'il y a des questions pour Anne et Alexandre? Bonjour à vous deux. Merci pour la présentation. Je me demandais en quoi on a évoqué la possibilité d'avoir, disons, quelques dizaines de qubits qui seraient utiles, qu'on a mentionné. Donc, disons qu'on avait quelques dizaines de qubits utiles.
en quoi l'ordinateur quantique changerait la vie quotidienne, donc pour moi, OK, ou pour n'importe qui ne fait pas de recherche, qu'on n'est pas des chercheurs, supposons. En quoi l'arrivée de l'ordinateur quantique va changer la vie telle qu'on la connaît? Donc, est-ce qu'il y a un avant et un après si on considère seulement l'impact de l'ordinateur quantique pour la finance? Je m'attendais à ce que les changements soient subtils, au moins pour commencer. Ben, moi, j'ai un exemple, peut-être, puis c'est en lien avec un projet là, embryonnaire qu'on a avec une organisation, mais c'est par rapport aux calculs de risque, dans le fond, qui sont impliqués, qui sont représentés par certains produits d'assurance. Donc, les produits d'assurance dont je parlais au début, qui ont des garanties financières qui sont liées au marché, ce sont des produits d'assurance que les individus, donc pas nécessairement des chercheurs, mais que des individus vont acheter pour préparer leur retraite. Puis, pour eux, c'est sûr que c'est important qu'en cas de problème sur les marchés financiers, c'est important que la compagnie qui leur a vendu ce contrat-là soit capable de payer les garanties qu'ils leur ont promises, parce que ces individus-là, ben, ils se fient sur ces garanties futures-là pour prendre leur retraite. C'est leurs épargnes pour leur retraite, fait qu'ils veulent être capables d'y avoir accès à la retraite. Fait que c'est important qu'il y ait une bonne gestion des risques de la part des compagnies derrière ça, puis une bonne réglementation aussi, etc. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on espère pouvoir développer des méthodes en utilisant un ordinateur quantique qui va nous permettre d'avoir une meilleure gestion de risques, donc d'aller, par exemple, faire des calculs qui vont être plus poussés, qui vont permettre d'identifier les risques de façon plus précise, puis qui vont améliorer la santé financière. Au jour le jour, je pense pas que les gens vont nécessairement ressentir ça. Ils vont pas se réveiller un matin et dire « Ah, mon produit financier est beaucoup plus sécuritaire qu'il était hier. » Mais on espère pouvoir encourager éventuellement, s'il y a des méthodes comme ça qui existent, s'il y a un cadre de calcul qui est basé entre autres, sur le calcul quantique qui existe, on espère pouvoir encourager les compagnies. Puis les compagnies, c'est sûr que si c'est une méthode qui est plus rapide puis qui est plus efficace, qui leur permet de mieux calculer, de mieux pouvoir analyser le risque, éventuellement vont vouloir les utiliser. Donc, on espère pouvoir améliorer justement la sécurité financière comme ça des individus. Donc, on pourrait dire finalement, on peut espérer que ça mènerait à par exemple, des fonds de pension qui sont plus résilients à des événements financiers extrêmes comme un crash. C'est ça. On a des méthodes de calcul qui sont plus puissantes puis qui nous permettent justement de peut-être faire ces tests-là ou d'inclure ces événements extrêmes-là dans nos modèles. Donc, avoir des modèles qui sont plus sophistiqués parce que c'est sûr que on est toujours... les ressources computationnelles, là, les ordinateurs vont toujours limiter, ou souvent en finance, vont limiter à quel point on peut avoir des modèles sophistiqués. Fait que si on a des ressources, puis dans ce cas-ci, ce seraient des ressources qui viennent de l'informatique quantique, mais des ressources qui font qu'on peut utiliser des modèles plus sophistiqués, bien, ça va nous permettre de mieux identifier les risques. Ouais. Ben, puis comme disait Alain tantôt, plutôt que d'avoir à attendre jusqu'au lendemain pour certains calculs, par exemple, d'avoir une réponse la journée même, j'imagine, fait partie de ce que tu décris, là, d'améliorer les modèles puis d'améliorer les capacités de réaction aussi. Là. C'est dans le même... C'est toutes les mêmes raisons pour lesquelles ça va prendre une nuit pour les produits, par exemple, qui sont transigés comme ça sur les marchés. Bien, ces gros contrats d'assurance-là vont avoir, par exemple, on va avoir un modèle dans lequel on inclut 15 facteurs de risque. Donc, à un moment donné, c'est un modèle qui est tellement gros que ça peut prendre peut-être plus qu'une nuit là, pour les rouler, mais c'est surtout que c'est des modèles qui sont tellement gros qu'on se dit qu'il va falloir simplifier notre modèle parce que si on inclut autant de facteurs de risque que ça, on ne sera jamais capable de travailler avec. Mais là, si on a les méthodes ou si on a les ressources pour le faire, on va pouvoir rajouter des facteurs ou avoir une manière plus sophistiquée de modéliser ces facteurs-là. Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Alain, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter de ton côté par rapport à ce qui a été dit ou qu'est-ce qui n'a pas été dit qui aurait dû être mentionné? Ça pas long, le micro Peut-être arrive. que ça n'a pas besoin d'être mentionné parce que Anne a donné une très, très bonne réponse. Mais je lisais aujourd'hui, par exemple, que Tesla va utiliser, ils viennent d'acheter un super ordinateur, Dojo, je pense que c'est ce qui s'appelle, et puis ils vont utiliser cet ordinateur-là pour améliorer leur algorithme d'apprentissage machine pour la conduite autonome. Fait que je me disais, en lisant ça, je me disais, ben, wow, peut-être que lorsqu'on aura ou lorsqu'ils achèteront des ordinateurs quantiques, ils pourront aller encore plus loin dans l'entraînement, si on veut, de la conduite autonome sur les Tesla. Okay? Donc, c'est juste un exemple comme ça, parce que je suis un peu accroché sur les applications de cette technologie-là. Ben, quand je vois des choses comme ça, je me dis, ah oui, t'sais, si on avait en plus la possibilité d'avoir un ordinateur quantique pour faire ça, ce serait encore mieux comme possibilité. Fait que je reste, autrement dit, ben, je vais terminer là-dessus, je reste sur une note optimiste. Je suis toujours optimiste parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se fait, je me dis, en informatique, je me dis, ah, ça pourrait être même encore plus intéressant. Excellent, merci bien. Donc, si je reviens à vous, pouvez-vous me dire, qu'est-ce que c'est la suite? Qu'est-ce qui vous attend là, donc, dans les travaux de recherche? On a quand même quelques avenues de recherche qui sont peut-être plus originales, je dirais, qui se portent plus sur justement les liens fondamentaux méthodologiques entre la mécanique quantique et la finance. Puis, de ce point de vue-là, si on est capable de faire... il y a un livre, c'est un peu une surprise pour moi. Mais si on est capable de transformer les problèmes de finance en problèmes qui ressemblent à de la mécanique quantique, dans ce cas, on pourrait peut-être appliquer les méthodes que moi j'ai développées pendant mon doctorat à ces affaires-là. Donc, puis là, ça n'a pas nécessairement besoin d'impliquer un ordinateur quantique, mais ça peut. Mais c'est de la physique quantique. Ouais. C'est ça, c'est vraiment... Ouais. C'est ça. Ça reste quantique. C'est ça, ce que j'ai fait, c'est de la physique quantique. Fait qu'il y a comme... Bon, les méthodes de calcul pour ordinateur classique sur lesquelles j'ai travaillé pourraient être intéressantes si la conversion se fait bien. Puis, non seulement ça, mais les méthodes sur lesquelles les problèmes sur lesquels j'ai travaillé, ils se portent bien à être résolus sur un ordinateur quantique. Donc, de ce point de vue-là, il y a comme là, c'est plus embryonnaire, c'est plus un groupe de discussion en ce moment. Il n'y a pas encore d'étudiants qui travaillent là-dessus. On prépare, disons, le terrain on un peu prépare parce le terrain, que avoir un plan. ne pas faire peur aux étudiants et étudiantes non plus. C'est une bonne idée, ça. Oui, mais ça, ce groupe de discussion-là, il m'enthousiasme beaucoup. Donc... Tu sais, je pense que quand on s'éloigne un peu, parce que éventuellement c'est de la modélisation. Nous, on modélise les marchés financiers. En physique, vous modélisez la vie, le monde. Des tas de billes qui se promènent de drôle de façon. Ouais. OK, des sphères dans un truc vide. Non, mais quand on abstrait ça, on a les deux, on a des systèmes qui ont des composantes aléatoires dedans, puis on veut calculer des valeurs moyennes. Donc, on se retrouve à calculer, à avoir des problèmes semblables. Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver en bon français, encore une fois, la map. On veut essayer faut traduire ce que moi, je connais en mathématiques financières, puis ce qu'eux font en physique. On veut voir les liens parce qu'il y en a beaucoup de liens. Puis comme Alex dit, il y a des livres là-dessus. On n'est pas les premiers à découvrir ça, mais il faut, nous, qu'on s'explique, qu'on s'entre-explique ce qui se passe, puis pouvoir essayer, puis pouvoir après ça, utiliser ces liens-là pour tenter d'appliquer les méthodes numériques avec lesquelles Alexandre travaille, parce que c'est ce que je fais aussi du côté de mathématiques financières. Je travaille avec des méthodes numériques beaucoup. Fait qu'on essaie d'améliorer les méthodes numériques. En même temps, par exemple, on a une étudiante qui est sur le groupe de travail puis qui fait de la recherche en ce moment. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est justement de bien comprendre le modèle du côté mathématique financière, bien comprendre les outils pour après être capable pour qu'elle les comprenne bien, pour qu'elle soit capable après ça de faire le lien avec les méthodes en physique. Puis on est aussi assez confiant que le fait
de solidifier ces liens-là, puis bien comprendre ces liens-là, ça va nous permettre, après ça, une meilleure implémentation sur un ordinateur quantique. Mais de façon assez intéressante, c'est pas juste ça que ça va nous permettre de faire, mais ça peut nous permettre aussi de développer d'autres méthodes classiques ou hybrides. Ou Ouais. inspiré du quantique, c'est ça, là, ce qui est possible là, dans tout ça. Puis qui sait peut-être même que de mieux comprendre les deux approches de modélisation, parce qu'en physique aussi, on fait beaucoup de modélisation, va peut-être nous permettre de modéliser de façon originale les problèmes de finance. Parce que si on a des approches différentes, on a un formalisme mathématique plutôt différent, en fait. Donc, Ouais. On n'a pas parlé de défis, là, mais ça peut en être un. Oui, non, on peut aller. S'il y en a d'autres, allez-y dans les défis, parce que dans le fond, il y a le langage commun à développer, mais ensuite de ça, c'est de trouver justement les convergences du côté des modélisations, donc physique et finance. Je veux dire, les défis sont grands, là. Oui. mais en physique, le réflexe, c'est d'essayer de construire un EDP, donc une équation différentielle partielle, directement, tandis qu'en finance, c'est plutôt le calcul stochastique. Donc, ça fait que finalement, on était, au moins initialement, on n'était pas à l'aise pour se parler, mais pas du tout. Mais on se retrouve souvent. Mais il y a toute une façon de faire en mathématiques financières qui fait qu'on développe des EDP, puis qu'on enlève le côté stochastique. Mais il y a tout un travail pour s'y rendre, mais éventuellement, bon, on arrive aux EDP aussi. C'est ça. Donc, Mais c'est là que ça se. La clé, ce que je voulais mettre, ça sur quoi je voulais mettre l'emphase, c'est vraiment le travail de modélisation est fait du côté stochastique en finance. Puis c'est là où est-ce que moi, par exemple, j'ai pas vraiment les outils pour gérer ça. mais c'est comme on disait, il y en a d'autres qui les ont, puis il les apprend aussi. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Je pense, comme de mon côté, j'ai toujours été intéressée par la physique, mais plus d'un côté personnel, puis par la physique quantique aussi, mais vraiment sans m'y connaître. Là, mais c'est le genre de choses qui m'intéressaient d'un côté personnel. Donc, c'est aussi pour ça que quand on m'a dit « Hey, il y aurait moyen d'appliquer le calcul quantique à la finance », puis je ne savais pas vraiment c'est quoi le calcul quantique, fait que je me suis dit « Mais c'est génial parce que je vais pouvoir apprendre c'est quoi en plus, parce que c'est un intérêt aussi personnel. » Fait que ça, c'est le fun. Fait que ça me permet d'en apprendre un peu plus. J'en connais encore pas beaucoup sur la physique en général, mais bon, j'en apprends toujours un peu plus, là. Fait que maintenant, tu connais un peu plus les qubits. Alexandre connaît un peu plus les options puis le calcul stochastique, c'est ce que je comprends. Ouais. Donc, Et les algèbres sigma. les algèbres sigma, on n'a pas parlé encore. Non, ça serait mieux qu'on se rende pas là. Excellent. Mot de la fin pour cette rencontre d'aujourd'hui. Ben moi, il y a une chose, je pense que ce projet-là, j'aurais pas pu le faire, puis pas juste moi, on n'aurait pas pu le faire ailleurs qu'à l'Université de Sherbrooke. En fait, peut-être ailleurs, là, mais c'est vraiment pas partout qu'on peut faire ça, parce que ici, on a la présence de l'Institut quantique, la présence de l'Algolab, puis je me serais pas vue, par exemple, dans une université qui n'a pas ces ressources-là, toute seule dans mon bureau, essayer de comprendre ces articles-là sur la finance quantique, essayer de moi-même là, commencer un projet. J'aurais jamais pu faire ça seule. Donc ici, c'est vraiment l'endroit idéal pour moi pour entreprendre ce genre de projet-là. Ouais. Donc, Alexandre, tu es à l'Algolab, donc, qui est une plateforme ici qui aide différents groupes de recherche. Qu'est-ce que tu aurais à dire de ce côté-là? Ben, en fait, ce changement, ça a été un changement de cap pour moi de rejoindre l'Algolab, mais ça a été une occasion fantastique justement d'élargir mes horizons en recherche, parce que sans ça, j'aurais jamais eu. Je pense pas que ça serait produit spontanément d'avoir l'occasion de travailler en finance. Ça très, très beau, je trouve. Excellent. Ben, écoute, on va prendre ça en mot de la fin. Donc, merci tout le monde pour votre présence ici aujourd'hui, soit à l'auditorium de l'Institut quantique ou en direct, donc via le web. J'aimerais remercier Tom Mala à l'organisation de la rencontre quantique d'aujourd'hui et à la technique. Restez à l'affût des prochaines activités. Vous pouvez toujours vous abonner à l'infolette de Curieux Quantique si vous êtes intéressé à recevoir toutes les nouvelles et les dates des prochains événements. Merci beaucoup pour votre participation.